Rentable, fiable, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. L'économie, c'est sérieux. Mais prends pas ça pour du cash. Merci d'être là et bienvenue dans ce nouvel épisode. Francis, qu'est-ce qui a marqué ton attention dans l'actualité cette semaine? Écoute, c'est loosely économique, mais quand même, mon attention a été piquée par un contrat qui a été octroyé initialement. C'est un appel d'offres qui a été lancé par la NASA, et qui a été remporté par l'entreprise SpaceX qui appartient à Elon Musk. C'est un contrat de presque 1 milliard de dollars. Là. En dollars US, c'est genre 897 millions là, de mémoire. Et l'objectif, c'est de construire une fusée qui va être utilisée une fois pour aller pitcher la Station spatiale internationale dans la mer. Je trouve ça comme... Il y a plusieurs affaires... C'est quelque chose de grab. Non, ben ouais, en tout cas, j'ai eu la chance d'en parler avec un expert plutôt cette semaine, mais grosso modo, ils vont... ce que je comprends, donc il faut envoyer quelque chose, là, fait que ça, SpaceX fait ça tout le temps, là, Falcon Heavy, là, bref, il faut envoyer quelque chose dans l'espace, et donc une fois que c'est en orbite, ce quelque chose, là, qui va être comme une autre navette avec du gaz dedans, va venir s'arrimer à la station spatiale et s'aligner, là, puis dans le fond, ils vont pousser, là, brûler du gaz, pousser la station pour que son orbite tranquillement ralentisse et diminue. Puis là, il faut que tu te times pour que la chute, tombe à la bonne place. C'est fou, là. J'oublie le nom, Phil, ça me reviendra peut-être, mais il y a une place, c'est comme je te dis, si je suis parti de l'économie, là, puis je suis comme redevenu un petit gars, là, mais il y a une place sur la Terre, là, je pense que c'est dans l'océan Pacifique, là, comme à l'ouest de l'Argentine et à l'est de la Nouvelle-Zélande. C'est comme le point qui est le plus loin de toute la Terre, là, de toute Terre. Oui, de toute Terre pour pas que ça point tombe sur une maison. J'oublie Non, mais c'est le plus loin de tout territoire qui est submergé. Et donc, c'est là qu'il faut que ça tombe. T'sais. Et apparemment, il y a plein de poubelles de l'espace qui sont envoyées dans cette secteur-là de la planète. Terre, et donc, ils veulent évidemment envoyer la station spatiale là. Donc, c'est quand même, il faut que tu envoies ton aiguille. Là, mais c'est quand même le fun de voir qu'ils n'ont pas donné ça à Boeing, sachant que Boeing ont envoyé une fusée dans l'espace, puis ils sont pas capables de faire revenir les astronautes. C'est ça qui est arrivé? Ouais, je sais pas suivi cette autre affaire. C'est capoté. Triste histoire que celle de Boeing. Mais donc, essentiellement, SpaceX a gagné ce mandat-là. Et je trouve ça fabuleux parce que justement, c'est comme toute cette ingénierie, toute cette inventivité, tout ce développement, cette R&D, cet investissement, finalement, pour utiliser cette création-là, cet outil-là, une fois, parce qu'il n'y en aura pas d'autres stations spatiales internationales. L'autre élément, moi, qui m'a intéressé et interpellé dans cette nouvelle-là, Phil, c'est qu'en fait, donc, la Station spatiale internationale, que moi, j'ai l'impression qu'il est là depuis toujours, mais qui est en fait là juste depuis une vingtaine d'années, elle arrive à la fin de sa vie utile, donc elle va être décommissionnée en 2030, d'où toute cette histoire. Et donc, il y a plusieurs questions qui se posent sur la suite, là, parce que, il y a quand même de la science qui se fait là, puis de l'exploration, puis donc, ce qui semble se dessiner, là, à l'horizon 2030 et par-delà, c'est que plusieurs pays vont simultanément mettre en place des genres de bases en apesanteur. Ah, plus en partenariat. Non, puis c'est, entre nous, là, dans la situation géopolitique actuelle, c'était un des rares espaces où la collaboration russe-Amérique était toujours en vie, là. Il y avait encore des Russes et des Américains qui se côtoyaient, le développement était conjoint, les agences spatiales se parlaient quotidiennement. Et là, forcément, donc en 2030, quand ce sera terminé, il y aura une place de moins où les deux cultures, les deux pays pourront entrer en contact l'un avec l'autre. Là, on sait que c'est quand même assez tendu en ce moment entre les Américains et les Russes. Donc, c'est quand même, pour moi, fin d'une époque. Puis, encore une fois, ça pose la question donc, de la suite. Je pense pas que le Canada va avoir sa station spatiale. Là, on n'a pas les moyens. En tout cas, je serais intéressé de t'entendre sur l'économie de la chose éventuellement, mais je pense pas qu'on ait les moyens.
Puis tu sais, ça a quand même toute cette aventure. Après la filière batterie, le Québec se dote d'une station lunaire. Spatiale. Mais c'est ça. Puis, donc l'autre affaire dont je vais te parler, c'est la Lune. Parce que là, on parle de stations qui tournent autour de la Terre, donc c'est en apesanteur, ça permet de tester plein d'affaires. Mais beaucoup de pays, l'Inde d'ailleurs, qui n'a jamais été vraiment présente dans la course à l'espace, a envoyé des choses vers la Lune. Les Chinois, évidemment, les Américains, les Européens. Donc là, c'est la question, est-ce qu'on va, comme vraiment, entre guillemets, coloniser la Lune? Est-ce qu'on va y avoir des bases permanentes? Qu'est-ce qu'on va y faire? Puis tu sais, je sais pas si tu as vu certaines séries là, comme For All Mankind, bon, que j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt, mais c'est carrément ça l'histoire. Là. Il y a comme 2 bases de l'URSS et de l'Amérique qui sont simultanément sur la Lune et ils se font la guerre, mais tu sais, genre avec des BB guns, c'est un peu ridicule. Puis il suffit de faire un petit trou dans le casque puis tu meurs instantanément parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. En tout cas, bref, ça pour dire un peu fabuleux mon affaire. Donc, c'était un peu ma première nouvelle là, qui m'a frappé, autant pour l'économie de la chose que pour le petit côté science-fiction. Autre nouvelle, comme moi qui m'a vraiment frustré, là, c'est l'investissement additionnel du gouvernement du Québec dans Lyon. Puis quand tu grattes, Lyon a une poursuite sur sa prise de contrôle inversée. Il y a un class action suit aux États-Unis. Ah oui? Oui, il y a un gros class action suit. Ils ont pris contrôle? Oui, il y a eu une prise de contrôle inversée, puis là, il y a un class action suit. Qui a pris contrôle de quoi? Là? Ils ont utilisé l'équivalent d'une spec, l'équivalent d'une spec, mais là, je peux pas dire le nom de la compagnie sur laquelle... Mais pour acheter quelqu'un ou pour être acheté? Non, pour eux-mêmes devenir publics. Ah, d'accord, OK. Puis en ce moment, les investisseurs américains disent qu'ils se sont fait flouer parce que l'autonomie, le contrôle de la qualité n'est pas tout coche. Ça doit pas aider que l'action ait perdu 95% de sa valeur. Le Maine School Board, l'équivalent de la commission. Admettons que ça existait au Québec, la commission scolaire du Québec. Qui aurait un fonds d'investissement? Non. La commission scolaire du Maine a acheté 4 autobus. Il y en a en 2022. Il y en a 2 qui fonctionnent déjà plus. OK? La 3e a eu une défaillance majeure de ses freins. OK? Puis la 4e, ils ont juste décidé de la laisser à l'hangar parce que c'était pas sécuritaire. Alors, ils ont envoyé une directive à toutes les écoles du Maine, de l'État, pour dire n'achetez pas du Lyon électrique. C'est beau, ça. Alors, ça, c'est une autre étude qui a sorti de ce temps-là. Mais au gouvernement du Québec, comme on a beaucoup de cheap, on a de l'argent à profusion, on a décidé de remettre 7,5 millions pour les aider. C'est pas beaucoup, 7,5 millions. Oui, plus le 100 millions qu'on a déjà là-dedans. Là. Non, attends, je pense que tu as perdu le fil. Je sais pas si tu as vu l'article de Sylvain Larocque dans le Journal de Montréal, mais donc il y a eu 5 millions, plus 50 millions, plus 46,3 millions du MEIE, fait que ça fait 101 millions, mettons. Innovation Canada a mis 50 millions, c'est un prêt, bon, on dira. Mais tout ça, c'est des prêts ou des débentures. Fait que là, on est à 151, 152. Fonds de solidarité FTQ, c'est pas vraiment l'État, mais il y a quand même des avantages importants fiscaux là, qui sont consentis à ce fonds-là. 25 millions, fait que 175. Investissement Québec est rendu à 18,9, fait que là, on approche de quasiment 190. Et la CDPQ a 15 millions de facilités de crédit, puis rajoute Fonds d'action, qui est comme un peu le FSTQ, 7,5 millions. Fait qu'on est comme à 210, mettons. Ouais. C'est quoi la valorisation boursière de Lyon Électrique? Aucune idée. 222 millions de dollars. Fait que enlève tous les ratios font enlève la portion publique, puis il n'y a plus rien dans la compagnie. La compagnie, l'an passé, il y a un an, elle avait 43 millions dans ses comptes. Là, avec 4,3 millions il y a quelques mois. Là. Tu comprends? Ils n'ont plus d'argent. Là. Ça va juste arrêter. Là. Tu comprends? Sauf que moi, je peux comprendre. J'ai déjà été dans un investissement où moi, j'ai mis de l'argent, où il y avait des appels à capital perpétuel. Mais là, non, mais moi, j'ai continué à suivre, pas parce que j'avais l'argent, c'est parce que je me disais juste que, hey, Colin, je veux pas perdre mon investissement. Ce que tu as déjà mis. Ce que tu as déjà mis en temps, mais tu sais, à un moment donné. En économie, on appelle ça des je sais pas quoi en français, des sunk costs, là, tu sais, c'est des coûts irrécupérables. Puis l'investisseur rationnel, Philippe, ne devrait jamais considérer ce qu'il a déjà mis. Hein? Je sais pas si tu connais cette théorie. Sais. Moi, écoute, je me rappelle, c'est un mentor, un mec qui m'a dit, Philippe, t'arrêtes. Ouais. Tu vas y passer. Là. J'ai arrêté, puis comme de fait, la compagnie a arrêté. À coût de 7,5 millions, là, avant que l'État québécois y passe, il reste encore un peu de temps. Là. Je peux te rassurer. Là, mais encore une fois,
un prêt d'urgence de 7,5 millions quand le stock vaut 1 piastre. Il y a une poursuite aux États-Unis. OK, Phil, j'inverse le jeu. Demain matin, je te nomme président de Lion Électrique, tu fais quoi? Ou PDG? Tu fermes? Non, tu fais un avis d'intention. Tu pognes le 210 millions de dettes, puis tu le radies. Tu sais, c'est ça qu'il faut faire, là. Quelqu'un d'intelligent. Qu'est-ce que ça va changer aux autobus du Maine? Non, mais ça, c'est bon. Tu règles les problèmes de qualité. Écoute, tu iras voir, là, je vais t'envoyer la poursuite, là, mais tu sais, semble avoir un peu de. Okay. Non, mais ça parle, tu sais, de les windshields qui coulent, la rouille. C'est bien documenté. Règle ça. Règle ça. Ton problème de qualité. Puis après ça, règle ton problème. Il y a eu aussi des problèmes d'approvisionnement. Tu penses pas je veux dire, tu dis ça, là, un peu armchair commentateur, là, mais tu penses pas qu'ils sont déjà en train de travailler là-dessus? Là? Je veux dire, ils sont pas comme on va, non, je suis d'accord, on va faire ça tout en proche. Ce moment, là, c'est au même titre que Tesla, là, les premières Tesla qui ont sorti de l'usine. J'en ai eu de ces premières. OK, bon, ça n'a pas été le fun pour tout le monde. Okay? Non, bon, ça faisait partie de... l'expérience, je suis d'accord, mais ça, c'est ton argent privé. Là, tu mets des enfants dans l'autobus, Francis. Okay? Tu mets la vie d'enfants en danger. Là. C'est des autobus scolaires, by the way. Alors, moi, je fais juste dire, Tesla, ça y a pris 10 ans, OK, à faire une ligne de montage qui a une auto de qualité qui sort. Aujourd'hui, on est d'accord, la qualité est là, ils ont revu leur prix, tu sais, ça va bien. Tesla, OK? Mais ça va... Pourquoi qu'au Québec, un autobus, ça prendrait pas 10 ans? C'est la même chose que la filière batterie. Là. Je l'avais dit dans le Volt. Je t'avais dit que j'étais cœur là-dessus depuis 6 mois, que le projet allait être retardé. Qu'est-ce qui arrive? Ils sont pas capables de sortir une batterie en Suède. On retarde le projet à Montréal. Bon, je veux pas te faire de la peine, Phil, mais les autobus du Maine, ils ont été remis en service en juin. Bon. En juin, là? Tu vois, écoute. Écoute, vendus en 2022. Non, mais ils ont été interrompus en janvier, c'est 6 mois, là. Passons à une autre nouvelle, parce que je sens que tu vas te faire appeler Phil, dans les prochains jours. Boeing, on en parlait tout à l'heure, qui ont de la misère à faire quoi que ce soit, on dirait ces temps-ci. Une des causes véritables de ces malheurs à répétition, c'est le fabricant de fuselage. Notamment quand il y a eu cette histoire de porte à Alaska Airlines qui s'est arraché en plein vol. On a blâmé un sous-contractant, dans le fond, qui s'appelle Spirit AeroSystems. Tu connais ça? Et ce qui est drôle, j'ai fouillé un peu l'histoire. Tu as entendu ça? Spirit AeroSystems, c'était Boeing. Et ils ont, en 2005, ils voulaient maximiser la valeur de l'action. Fait qu'ils vendaient Boeing en morceaux. En disant, une autre compagnie va faire ça. Et ce qui est drôle pour moi, c'est que Spirit, qui n'existait pas, donc qui était une partie de Boeing qui est devenue donc Spirit AeroSystems, cette partie-là, ça a été racheté par un fonds d'investissement canadien. Savais-tu ça? Ah non. Qui s'appelle Onex, qui existe toujours aujourd'hui. Et Onex a payé combien pour Spirit AeroSystems? 375 millions de dollars. Donc, c'est quand même une bonne somme, n'est-ce pas? Sauf que de 2005 à 2014, ils ont fait en profit 3,2 milliards de dollars. Après quoi, ils ont revendu Spirit AeroSystems à un autre fonds d'investissement pour 950 millions de dollars. Donc, je te fais le pari suivant, Phil. Je te donne 37 piastres et tu me redonnes 4000 piastres dans les 10 prochaines années. Je trouve que c'est un pas pire rendement quand même. Et de fil en aiguille, donc Spirit AeroSystems a eu donc toutes sortes de problèmes de qualité. Et l'idée, c'est que comme ils voulaient faire du profit, ils coupaient la qualité des travailleurs, ils mettaient des choses en répartition. Mais là, tu trouves pas que ça ressemble à hey, si tu nous vends pas, là, on va te poursuivre. Là, ah, mais là, écoute... jusqu'à la fin des temps. Non, mais Boeing allait les assassiner. Mais ce qui est drôle pour moi du point de vue de Boeing, qui voulait maximiser la valeur de son action en vendant cette patente-là de 375 millions, qui ont finalement laissé 4 milliards de dollars sur la table, là, parce que c'est ça que l'autre a fait pendant les 10 années suivantes. Donc, finalement, une très mauvaise décision financière de la part de Boeing. Là, ils les rachètent pour 8,3 milliards de dollars. Donc, c'est comme... moi, les PDG de Boeing, ils me font halluciner. Imagine le storytelling. On avait un problème avec le sous-traitant, on l'a acheté. Ça n'arrivera plus. C'est ça que tu vas dire au Congrès. Ouais. C'est ça que tu vas dire. By the way, il y a une enquête du FBI. Il y a une enquête de la FAA. Honnêtement, j'espère, je prie le Seigneur, il y a quelqu'un qui va aller en prison. Il y a des gens qui sont morts. Là, là on parle de la porte qui a arraché, mais il y a quand même un vol d'Ethiopian Airlines. Deux vols. Un autre. Ouais. Alors,
ça, c'était une autre affaire. C'était pas Spirit, je pense. Non, c'est pas Spirit, mais c'est le système de navigation. C'est quand même Boeing. Ça, c'est Boeing. C'est pas je suis d'accord. Mais il me semble que c'est beaucoup de problèmes. Ajoute à ça, on en a parlé tantôt, mais ils ont eu un contrat d'1 milliard pour envoyer des astronautes dans l'espace. Ils ont retardé le départ de la capsule pendant 2 mois parce qu'il y a de l'hélium qui coulait des moteurs. La NASA et eux décident, malgré qu'il y a de l'hélium qui coule, on va envoyer les astronautes dans l'espace. Ils les envoient dans l'espace. On se peut être là 2 semaines. Puis là, ils vont être là 3 mois parce qu'ils ne savent pas comment faire venir la c'est le film Apollo 13. Là. C'est Apollo 13, nouveau genre. Apparemment, on est confortable dans la station spatiale quand même. Là, fait que, bref, à suivre. Phil, on enchaîne rapidement. Donc, petite histoire. Moi, je suis arrivé à cet article-là via un peu par des voies détournées. L'émigration, donc les gens qui quittent le Canada et migration à destination des États-Unis a presque doublé depuis 10 ans. On est passé à presque 130 000 personnes qui auraient quitté le pays, alors que c'était autour de 70 000 il y a 10 ans. Et j'arrivais à ça, pourquoi? Parce que c'est Pierre Poilievre qui a dit, et ce qui est drôle, tu sais qu'il déteste CBC, Radio-Canada, il a dit... Il citait CBC en disant pour une fois, tu sais, même CBC dit que Justin fait du travail de merde. Voyez, l'immigration a augmenté de 70% depuis 10 ans. Ça me faisait un peu rigoler parce qu'évidemment, bon, la population du Canada a quand même augmenté depuis 10 ans. Fait que c'est comme toute proportion gardée. Il y en aurait un petit peu plus. Au Québec, là, on a frappé le 9 millions. Le baby boom fait aussi en sorte qu'il y a des gens qui quittent le Québec ou le Canada définitivement, puis ça n'a rien à voir avec Justin Trudeau ou quoi que ce soit. Il y a plein de raisons de quitter le Canada, que c'est pas genre j'aime pas Justin Trudeau. Là, je déménage. Si tu prends des grandes décisions de vie en fonction de qui est au pouvoir aujourd'hui à un palier de gouvernement, calme-toi le pompon. Puis je sais pas, mais c'est pas comme si c'était si cool que ça, la politique américaine en ce moment. Fait comme, quel est ce paradis que tu vas chercher là, de l'autre côté? C'est en Bali. Ouais. Non, mais quitte pour les États-Unis. Spécifiquement. C'est 130 000, c'est pour les États-Unis spécifiquement. C'est pire. C'est pire en même temps, c'est la faute à Justin Trudeau. Bref, ça m'a fait un peu rigoler. On termine peut-être, Phil, avec cette méga nouvelle d'Hydro-Québec. Oui. Pour, contre? Ben moi, je trouve que là, tu parles de la nouvelle de l'investissement. 9 milliards de dollars qui vont être investis dans la filière éolienne en partenariat avec la communauté locale, les communautés autochtones. Tout le monde va se graisser la patte. C'est quand même cool. Non, mais je trouve que c'est un bon investissement. On sait on s'enligne vers un problème d'approvisionnement. On va essayer d'aller sécuriser de l'approvisionnement. On le fait, ça me semble, annoncé comme un PPP, un peu, là. Ouais. T'sais. Mais deuxièmement, moi je connais bien la région là, du lac Saint-Jean. Là, c'est du monde travaillant. Il y a de la compétence au lac Saint-Jean. Il y a de la compétence d'ingénierie. Il y a de la compétence dans l'hydroélectricité. Il y a de la compétence dans l'éolien, etc. Donc, je pense que c'est un bon endroit pour aller mettre. Bon, est-ce que ça va défigurer le paysage pittoresque qui est le lac Saint-Jean? Je ne sais pas. Ouais. Mais bon. J'ai une question pour toi. Qui finance 9 milliards de... Comme je suis pas clair d'où vient l'argent. C'est Hydro-Québec. Oui, mais comme ils vont-tu pas verser de dividendes à la... Non, mais ça, en fait, ça, c'est ils font une émission d'action, d'obligation. Ils cherchent 180 milliards. Oui, mais ils vont l'emprunter. Mais comme à la banque? Ben, moi, je pense que... Quelle banque? Non, mais à des prêteurs 180 milliards de dollars, c'est pas comme aller financer ta maison. Non, mais ils vont y aller par projet. Il n'y a pas aucune banque qui va financer la globalité. Mais là, je suis convaincu qu'ils ont trouvé un projet, un financier pour ce projet-là, puis ils vont morceler les projets. Sauf que, ça, j'en parle depuis 1 mois. Le Hydro-Québec ne pourra plus verser 1 milliard de profit dans l'État québécois parce que les prêteurs vont dire attends une seconde, là, rembourse-moi. Garde-toi des fonds propres. Là. Ouais, je comprends. Ça va changer. Bon, là, on sait ça. Qu'est-ce qu'on va faire si on se prive du milliard d'Hydro-Québec? Puis après ça, tu as la SAQ dont les profits sont en descente continuelle depuis plusieurs trimestres. À suivre, ce dossier-là. On paye quand même cher ces dirigeants de sociétés qui ne versent plus de dividendes. Mais bon, c'est pour une autre fois, chers amis. C'était notre revue d'actualité. S'il y a quelque chose qui a attiré votre attention, si vous voulez attirer la nôtre sur quelque chose, si vous voulez réagir ou commenter, n'hésitez pas à nous écrire en studio.
à studio@cube.radio, pardon. Donc, c'est notre adresse courriel. Philippe et moi, on est toujours très disponibles sur les médias sociaux ou un peu partout pour aussi échanger avec vous. Merci d'être à l'écoute. Allez écouter le segment de nos entrevues. Exactement. On se retrouve dans quelques minutes avec d'autres entrevues. Si le temps, c'est de l'argent, il faut l'investir là où il y a de la valeur. Vous écoutez Prends pas ça pour du cash. C'est à la fois un sujet très d'actualité et une entrepreneur qui fait l'actualité. On parle beaucoup ces temps-ci de gouvernance, de conseil d'administration. Il y a un acteur aux États-Unis, le nom ne me revient pas, là, mais qui s'est vraiment prononcé très fortement, là, qu'il fallait réviser le governance puis board structure. Bref, ça me reviendra dans le cadre de l'entrevue, certainement. On parle avec Roxane Lessard, qui est fondatrice de Panorama. On dit-tu PDG, accessoirement? Tous les titres, hein, souvent en démarrage. On est aussi concierge, VP marketing, directrice des ressources humaines. Parle-nous un petit peu de ça, justement, Panorama. Donc, c'est une entreprise que tu as créée pour venir un peu en aide au conseil d'administration, mais concrètement, qu'est-ce que ça fait? Comment ça marche? Oui, absolument. Ben écoute, Panorama, c'est vraiment un logiciel qui a été créé pour les conseils d'administration. Donc, vraiment pour faciliter un petit peu toute la prise de décision, ce qui incombe un petit peu les activités du conseil. Donc, vraiment, il y a un gain de temps à l'utilisation et on recommande les bonnes pratiques pour s'assurer qu'on exerce notre devoir fiduciaire. Donc, grosso modo, moi, je suis sur plein de petits CA, là, théâtre, organismes OBNL et autres. C'est souvent assez artisanal, je veux dire ça comme ça. Je vais trouver un mot gentil. Ouais, non, mais tu sais, les documents sont envoyés la veille, les minutes sont un peu faites dans un document Word, tu sais, les décisions, c'est pas toujours clair. Là, on dit Philippe, il va faire telle affaire 3 mois après. Qu'est-ce qu'on avait dit que Philippe il allait faire déjà? Puis encore une fois, tu sais, c'est normal, c'est des plus petites organisations, c'est pas Microsoft, tu sais, mais comment, justement, est-ce que le logiciel que tu as développé résout certains de ces problèmes-là? Puis peut-être, en fait, question inverse, c'est quoi les problèmes que ça résout essentiellement, concrètement? Oui, bien, c'est une très bonne question. Puis je trouve que tu l'illustres bien aussi pour ce type d'organisme-là. Puis j'aime dire que la gouvernance, c'est un spectre. C'est pas toutes les entreprises et les organismes qui ont le même niveau de maturité en gouvernance. Donc, c'est certain que Panorama s'adapte à ce que l'organisation vit puis a comme pratique à ce niveau-là. Mais dans le fond, il va vraiment en recommandant les meilleures pratiques pour, disons, préparer les réunions, prendre les décisions, prendre les minutes. Il y a vraiment plusieurs suivis qui s'enchaînent, des automatisations. Puis ça fonctionne autant pour, oui, les organismes tels que tu l'as décrit, mais également des entreprises. Puis on se rend compte qu'il y a un lien à faire entre les entrepreneurs, je te donne un exemple, qui partent leur business, puis un jour font une levée de fonds, on est rendu à une série A, une série B, ben là, un conseil d'administration en bonne et due forme vient se mettre en place. Il y a des similitudes avec ce que tu viens de compter pour un organisme, justement. Je voulais pas nommer personne. Plus. Les gens qui me connaissent vont fouiller mon LinkedIn. Mais non, mais c'est intéressant. Puis là, tu parles de série A, série B, c'est dans le fond, dans le cadre d'une croissance normale. Là, une fois qu'on quitte l'univers de l'argent familial, puis tout ça, ben, c'est un peu des comment dire, des jalons. Là. Série A, c'est souvent la première vraie levée de fonds avec des investisseurs accrédités. Puis ça peut aller maintenant, là, j'ai vu des séries E, séries G, là, tu sais, maintenant, puis de plus en plus, les entreprises, avant d'être cotées en bourse, continuent à accueillir de l'argent privé. J'en parlais même cette semaine avec un de mes invités à l'émission là, qui parlait de placement privé, Fabien Major, qui me disait que c'était en croissance. Donc, ce que tu nous dis, c'est que pour des startups, là, parce que c'est un peu de ça qu'il est question, la mise en place d'un conseil d'administration, c'est un vrai défi, là, souvent. Là, les entrepreneurs qui ont patenté un logiciel ou je sais pas, une machine, là, ils ont pas toujours fait le collège des administrateurs avant, là, tu sais, c'est ça. Comment, est-ce que toi-même, tu viens les aider, Roxane? Est-ce que tu as une équipe que tu déploies ou c'est comme 100% dans le cloud, figure it out vous-même? Comment tu approches ces organisations-là puis comment tu les onboards dans ton logiciel? Oui, très bonne question. Mais en fait, notre équipe est vraiment là pour faire un accompagnement clé en main. Donc, il y a un certain niveau d'autonomie qui est donné puis on s'adapte en fonction de ce que l'organisation veut également. Fait que, on est flexible à ce niveau-là. Mais peut-être pour revenir sur les problèmes que les CA vivent en général, le nombre de personnes qui m'ont dit « Roxane, je suis sur un conseil d'administration, mais j'ai même pas l'impression que j'amène de la valeur. » Ah, OK. Ouais. Bien, ça, c'est un problème qui est revenu beaucoup. Puis en donnant un outil aux gens structurant qui les guide dans les bonnes pratiques, la bonne direction, bien, on vient un petit peu outiller ces administrateurs-là justement à venir créer de la valeur. Puis
de passer d'un conseil d'administration qui est plus reddition de comptes à stratégie de l'organisation, parce que l'impact qu'un conseil d'administration peut avoir est miraculeux. Puis c'est certain que je suis biaisée favorablement, disons, avec ça. Ouais. Mais si c'est bien fait, puis les bonnes choses sont en place, ça peut avoir un impact majeur sur la croissance et la pérennité d'une organisation. Puis ça peut coûter combien à peu près là, pour une PME ou une start-up, là, peu importe, de se doter? Tu sais, je présume que c'est un SaaS, là, il doit avoir une mensualité plus des frais d'accompagnement. Là. Je suis dans ce domaine-là, là, donc je connais assez bien ça. mais ça peut coûter combien à peu près? Là, j'ai pas besoin d'une fourchette de prix. Bien, c'est une très bonne question. Puis on a diverses échelles en fonction de ce qu'on parle avec des grandes entreprises, avec des entreprises justement plus start-up PME ou encore avec des organismes. On se base entre autres sur le nombre d'utilisateurs puis le nombre de comités, de sous-comités finalement qu'il y aurait au sein du conseil, comme par exemple gouvernance, RH, audit. Puis on détermine une tarification en fonction de ça. On est dans les quelques centaines de dollars par mois, mais tu sais, je te dis, c'est une échelle qui est très vague en fonction de qui on s'adresse à ce moment-là, puis des modules aussi choisis par l'organisation. Donc, on est en mesure de faire une œuvre vraiment personnalisée. C'est ça, parce que si tu prends une start-up, avec ce que tu viens de dire, tu sais, la start-up, elle n'a pas un comité audit, elle n'a pas un comité RH. Elle n'a pas tout à fait un board. À peine une personne au RH, à peine une personne qui gère l'audit. Mais je présume, l'idée, c'est que pour une entreprise, puis by the way, je suis dans une démarche de série A en ce moment. Puis, condition numéro 1 de notre lettre, c'est mettre en place un conseil d'administration. Bien sûr. Je suis full là-dedans. J'attends ton appel, Phil. On se connaît trop, mais c'est vrai. Ouais, ce serait comme Elon Musk. Je vais approuver ton pay package de 56 milliards de dollars, Philippe. Non, mais ça, tu peux venir nous aider à faire ça. Absolument. Puis c'est le bon moment, quand on vient mettre en place ce conseil-là, de se dire, on va se doter des bonnes pratiques tout de suite. C'est beaucoup moins, je vais dire, coûteux en temps et en énergie de mettre ça dès le départ que d'arriver puis d'avoir des processus un peu chambranlants puis de dire, là, c'est vrai, faudrait rajouter ça pour nous aider. Puis reste que Panorama est un logiciel super simple à implanter puis c'est peu de temps de l'organisation et on est là pour aider. Cela dit, c'est toujours bon de commencer dès le départ avec... Tu parlais de ton équipe. Oui. 2, 4, 52 000, dans quel pays? Est-ce que vous acceptez les yens et l'euro? Je blague, mais puis sous question, parce que là, moi, j'avais compris que c'était un logiciel. Puis ça, tu l'as dit, c'est un logiciel, mais là, tu parles quand même d'accompagnement. Ouais. Il y a un côté service, là. Tu vends des heures, là, je sais pas. Justement, c'est quoi la répartition, mettons, en termes de revenus, sans rentrer dans les détails? Puis ton équipe, est-ce qu'elle fait que ça? Elle fait quoi, essentiellement? Oui, c'est une très bonne question. Vite comme ça, je te dirais, c'est moins de 5 les services en termes de revenus de Panorama. Puis ça va tendre à diminuer dans le futur aussi, ou du moins, ça va toujours rester là comme une option, mais on est vraiment un logiciel facile à implanter et on veut laisser l'autonomie à nos clients, bref. D'embaucher des consultants spécialisés, par exemple. Pourquoi pas? Je suis vraiment un vendeur à ça. Hein? Je suis correct. Moi, j'ai 2 personnes avec des SaaS, puis je me sens dépossédé de mon travail. Je blague. Non, mais pourquoi pas? Il y a une super belle collaboration, puis on trouve qu'avec les gens qui offrent des services en gouvernance, justement, ils viennent, je veux dire, conscientiser nos conseils d'administration, puis on a besoin davantage de gens formés qui siègent au sein des conseils. Bref. Et donc, ton équipe? Oui, mon équipe. Qui sont-ils? Qui sont-elles? Qu'est-ce que font-ils? Que mangent-ils en hiver? Ouais. On est une équipe de 4. Une personne basée au UK, la majorité des... le reste des gens au Québec. L'intuition était bonne. Je te savais très international, Roxane. Ouais. Mais oui, on est 4, mais on a un réseau de mentors et d'advisors, là, vous excuserez mon anglicisme, mais qui est alentour de nous puis qui nous accompagne. Donc, c'est super important, j'aime dire, en tant qu'entrepreneur, d'être bien entouré. Tu dois savoir ça aussi. Donc voilà, puis on a une équipe vraiment focusée produit. Donc, c'est moi qui s'occupe du démarchage, de l'évolution de Panorama là aussi, puis des représentations. Comment, je sais pas, on ne demande jamais l'âge des femmes, mais tu es relativement jeune, brillante. Comment on vient à dire je vais régler le problème de la gouvernance? T'sais, ça semble être un peu niché, un peu, tu sais, même à la limite, je dirais pas sexy. Puis je veux pas dire, il y a du sexiness, là, mais je veux dire, tu sais, tout le monde veut inventer le Uber du parking, là, puis la patente à gosse, tu sais, un peu flashy, nouveau genre. Ça, c'est comme un peu un problème boring des entreprises, très fondamental. Mais comment t'es arrivé à
cette idée-là? Je suis très intrigué de la démarche. C'est tellement une bonne question, puis je suis à la même place que toi là-dessus. Parce que, puis je suis amenée à faire des pitchs, tu sais, en tant qu'entrepreneur. Puis là, souvent, je suis comme, hey, mais je résous pas quelque chose dans le milieu médical. Là. Non, c'est ça. Ouais. C'est tough, toucher les gens des fois. Mais moi, j'ai été touchée en siégeant sur des conseils d'administration. J'ai vu ma responsabilité fiduciaire être mise en péril. Le nombre de fois que je suis sortie des réunions de conseil, je me dis, hey, mais qu'est-ce qu'on fait là encore déjà? Ou qu'est-ce que je fais là? Là, je donne de mon temps. Puis de vouloir finalement faire changer les choses, pour moi, c'est ma façon de contribuer à dire on va aider les conseils d'administration à avoir un impact. On parle de ESG à tout bout de champ. On parle qu'il faut évoluer en tant que société, faire changer les choses. Bien, ça passe entre autres par les décisions puis les actions qui sont prises au sein du conseil d'administration. Bien, tu sais, juste, en fait, moi, c'est une pratique qu'on a fait chez nous, même s'il n'y avait pas de conseil d'administration, là, mais tu sais, juste la responsabilité que tu as par rapport au DAS, tu sais, la TPS-TVQ. Alors, moi, comme grand patron, à chaque trimestre, je signe les DAS, comme quoi j'envoie mes associés, les DAS ont été payés. J'ai signé la feuille de ma main, là, à la main, là, pour dire c'est fait. C'est des niaiseries comme ça. Mais la raison pour laquelle moi je fais ça, c'est qu'il y a 5-6 ans, dans une autre start-up dont j'étais juste administrateur, j'ai eu un appel à un moment donné. De Revenu Québec. On devait tout comme 4000 $ chaque parce que l'entreprise n'avait pas payé sa TPS et TVQ. J'avais vraiment été fâché. Là. Mais ça, c'est-tu des genres de choses qui rentrent dans le système, tu sais, genre excuse-moi mon anglicisme aussi, le compliance, je sais pas comment la conformité. La conformité, merci Francis. La conformité. Absolument. Absolument. Puis tout est intégré. C'est vraiment une place là, où est-ce qu'il y a des processus qui s'automatisent en fonction de ce que le conseil doit faire. Donc, on va recommander, disons, l'adoption du prochain procès-verbal. Ça va s'envoyer automatiquement pour signature, pour classement. On aurait pu à y penser à ces choses-là. On est venu mettre des règles d'automatisation en fonction des bonnes pratiques et de comment le CA fonctionne dans ce contexte-là. As-tu des clients, je sais pas si c'est sûrement un peu confidentiel, mais as-tu des clients qui t'ont autorisé à en parler? As-tu des home runs depuis la fondation? Ou du moins des industries dont tu es particulièrement fier avec lesquelles tu travailles? Oui, absolument. Ben, on est dans vraiment diverses industries, mais on collabore depuis le tout début avec Montréal InVivo, qui est la grappe, il ne faut pas que je me trompe dans le nom, mais la grappe des sciences de la vie et de la santé du Grand Montréal, aussi, je crois. Le Conseil des arts de Montréal également est un de nos clients. Vadimap aussi, qui est une autre start-up qui a été nommée comme nous parmi les 20 révélations là, par Startup Montréal. Donc, on s'entraide, c'est le fun. Puis on a une belle traction en ce moment dans le secteur justement de la santé, du pharma puis des énergies vertes. C'est des secteurs qui vont relativement bien aussi. Donc, il y a peut-être un lien au niveau de l'économie à faire là, à ce niveau-là. C'est sûr que oui. Hein, juste, je ne veux pas comme m'avancer, mais oui, c'est certain. Ouais. Donc voilà, mais on collabore avec plein d'autres milieux également, là, autant des centres de crise que des fondations, etc. C'était un peu ma prochaine question. Donc, Panorama a été nommé parmi les 20. Je crois qu'il y a eu d'autres prix aussi. Là, je peine à suivre Panorama. Et toi, Roxane, dis-nous justement un peu, sans trop te péter les bretelles, mais tu sais, justement, ces prix-là, qu'est-ce qu'ils représentent pour toi? Où est-ce qu'ils surviennent dans le parcours? Lesquels sont peut-être plus importants? Puis est-ce que, c'est quoi les conséquences là, de remporter tous ces prix-là en aussi peu de temps? Oui, bien, c'est vraiment, ça fait chaud au cœur. Ouais. Puis ça prouve, je pense, qu'il y avait une problématique puis qu'une solution était la bienvenue. Aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, là, on ne bâtit pas des entreprises pour le fun de bâtir des entreprises, autre que c'est le fun, oui, mais on veut résoudre un problème. Un moment qui a été marquant pour nous, ça a été en novembre l'année dernière, où est-ce qu'on a été nommé au Web Summit au Portugal, à Lisbonne. Ouais, j'ai vu une photo de toi, là, très bien vêtue d'ailleurs, là, c'était assez flamboyant, sur fond bleu, là, là, c'était comme vraiment, ça faisait oh my God. Ben, j'ai fait oh my God, mon ouais, parce que le Web Summit, pour les gens qui nous écoutent, c'est le grand rassemblement mondial. Moi, j'étais allé à Dublin il y a quelques années, j'étais allé à Dublin il y a 5-6 ans, puis c'était grandiose, là. On a débarqué comme 7000 personnes à Dublin. Bref, tu as été nommé au Portugal. Oui, parmi les 105 startups, meilleures startups des 2600. Donc, c'était vraiment une belle reconnaissance. Et on commençait, là. On a lancé grand public en avril 2023, nous. Donc, ça fait un petit peu plus qu'un an. On connaît une super belle croissance. Puis ça, c'était comme un peu, on a été nommé. Donc, on l'a pris, puis ça nous a permis de pitcher finalement à l'international, de faire des liens, des relations qu'on continue toujours à bâtir aujourd'hui.
aujourd'hui. Donc, c'est une porte de plus qui s'est ouverte, là, j'aime dire, à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il y a sur dans ta boule de cristal, Roxane Lessard? Les prochaines années. Oui, les prochaines années. Il y a beaucoup d'ambition, il y a beaucoup de croissance à c'est l'horizon. perceptible. Tant mieux. Mais quand tu es passionné, c'est plus facile à dire. Mais non, beaucoup de croissance. On est vraiment dans un mode je vais dire de vente à l'échelle, de scaler la business. C'est vraiment, on a beaucoup testé, on a beaucoup validé de problématiques et d'hypothèses. Donc là, on est vraiment prêt à peser sur la pédale et à mettre les bouchées doubles pour aller plus loin et aller à l'international également. Vraiment une belle aventure qui, j'ai l'impression, qui commence. Fait qu'on va se garder une petite gêne, puis on va se dire qu'on va te réinviter si tu acceptes l'invitation. Puis pour les entrepreneurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent. Puis les entrepreneurs qui nous écoutent, si vous êtes dans une start-up, dans une PME, dans une ME, puis vous avez ce souci-là de conformité, gouvernance, etc., vous savez que maintenant, il y a une solution québécoise, Panorama. Allez voir ça sur leur site web. usepanorama.com. Exactement. Et puis, vous pouvez get started directement sur le site, en français de débuter. Là. Je navigue en deux langues. Bientôt l'espagnol, j'imagine. Le mandarin, là, on s'arrête nulle part. Roxane Lessard, donc fondatrice de Panorama, merci d'avoir été avec nous à l'émission. Puis on te suivra dans ton fabuleux parcours. Absolument. Merci infiniment à vous deux de m'avoir reçu aujourd'hui. C'était un plaisir. On se reprend. Totalement partagé. Merci. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Prends pas ça pour du cash. On est avec notre prochain invité, il s'appelle Jonathan Bélanger, c'est le président et cofondateur de Mathurin. Salut Jonathan. Hey, salut Philippe. Tu peux-tu un peu expliquer pour les auditeurs ce que ça fait Mathurin? Dans le fond, Mathurin sélectionne et rend accessible des aliments fermiers directement des fermes familiales et des transformateurs à savoir-faire artisanal, si on veut, livrés directement à votre porte ou en point de cueillette. On a aussi maintenant une boutique au marché public de Longueuil, je m'excuse. Et on travaille avec 450 producteurs présentement. Comment est-ce que ça se compare, disons, à d'autres offres là, alimentaires livrées là, comme, je sais pas, Good Food ou Loufa? Est-ce que c'est un peu dans ce même univers-là, Jonathan? C'est sûr que c'est des compétiteurs, mais je pense que notre offre est différente des autres. Là, quand tu viens chez Mathurin, c'est vraiment comme aller au marché public. Là, tu traites directement c'est un marketplace que tu vas traiter directement avec les producteurs, transformateurs. Souvent, nos producteurs, c'est ceux qui n'ont pas accès aux tablettes. Ils ne pourraient même pas vendre chez Good Food ou chez Loufa. C'est vraiment des micro-fermes, des entreprises très familiales. Je vais donner l'exemple de John Badger. Il va arriver, il va avoir 48 produits, 24 steaks hachés, 8 tomahawks, 3 filets mignons. Ils n'ont pas accès aux tablettes. Ils ont des productions très locales et très nichées. C'est pour ça qu'on se distingue comme marché fermier, si on veut. Et tout ça, bien entendu, est commandé chez Mathurin et livré à la porte du consommateur. Là, ou dans des points de vente. Ou dans des points de vente. Oui, c'est ça. Dans le fond, on offre tous les services pour que les fermes familiales et le transformateur à savoir-faire artisanal puissent vendre en ligne sans se soucier des ventes et toute la logistique qui en découle. Est-ce que dans la pandémie, il y a eu une augmentation des ventes parce que, en fait, tout le prêt-à-manger, tout ce type de livraison-là a comme eu une augmentation parce que tout le monde était rendu à la maison? Ben nous, c'était insoutenable comme croissance. On a été multiplié par 30 durant les 6 premiers mois de la pandémie. Eh boy! Par 30? Ouais. Wow. Avec toute la logistique qui vient avec. Est-ce que là, tu sens que ça ralentisse? Avez-vous gardé un rythme effréné? Là, il y a des marchands dans cette sphère-là qui ont fermé leurs portes. Là, genre Cookit, qui a fait faillite il y a quelques mois. Ouais. Mais est-ce que tu vois une diminution? Ça se passe comment en ce moment dans ce marché-là? L'année 2021, il y a toujours eu de la croissance, évidemment. 22, ça a été stagnant, puis 23 stagnant. Fait qu'on sort de 2 années stagnantes. Par contre, on a la chance, puis vraiment la chance, parce que je me compare avec d'autres. Cette année,
on est vraiment bien parti. Mois pour mois, là, on a une croissance entre 20 et 30 si on compare chacun des mois par rapport à l'année dernière. Donc, même juin, on finit avec 30 de plus que juin l'année dernière. Donc, je dis on est chanceux. C'est qu'on a vraiment un marché de niche. Tu sais, on a déjà collaboré, toi et moi, Philippe. Tu as déjà été sur mon comité aviseur. On parlait beaucoup à l'époque des produits, des aliments locaux. Mais quand tu entends parler maintenant de Mathurin, c'est des aliments fermiers. On s'est vraiment niché, puis ça a fait en sorte qu'on était capable de garder un marché, ne pas, je te dirais, ça a été éphémère un petit peu là, la tendance locale, mais le fait de se distancer d'un peu du mot local puis de la tendance locale, c'est là qu'on a eu les meilleures chances de succès, je pense. Mais c'est ça, 30% de croissance, c'est un peu décevant que c'est pas 30 fois, là, quand même. On va se le dire. Mais je suis déçu moi-même. Mais il y a plusieurs... J'en rêve de revoir des croissances comme avant, mais je regarde ailleurs, puis je regarde les décroissances qu'il y a présentement, que je pense qu'on a pris les bonnes décisions stratégiques, puis je vais pouvoir vous parler de d'autres décisions stratégiques qu'on a pris qui ont un peu changé la donne de notre côté. Ben c'est ça, mais la question que je vais te poser aussi, là, je t'ai entendu à plusieurs reprises dans les médias, à ce micro-là, tu es déjà venu nous parler. Tu as parlé souvent de souveraineté alimentaire, là, dans le sens que l'importance pour le Québec d'aider ses agriculteurs, d'aider les fermes indépendantes. Peux-tu nous expliquer un peu le fond de ta pensée par rapport à ça? Ben, c'est que oui, en s'approvisionnant localement, ben, on fait en sorte que notre argent fait du chemin dans l'économie. Ça, c'est clair. On supporte une économie. Et au Québec, on avait une souveraineté alimentaire beaucoup plus grande dans les années passées, est en décroissance. On fait en sorte que on soutient des entreprises familiales, des jobs d'ici. Puis, honnêtement, la différence entre le fermier et l'aliment commercial, maintenant, il n'y a quasiment plus de différence au niveau du prix. Fait que, on le fait aussi pour notre portefeuille parce que la différence de prix, maintenant, c'est environ 5 %. Fait que, tu achètes un poulet fermier, tu vas payer 5 % de plus, mais tu es sûr qu'il n'y a pas d'injection d'eau dedans, de produits, etc. Donc, finalement, dans un poulet industriel, tu as souvent jusqu'à 20 % d'injection d'eau. Fait que dans le fond, ça te coûte moins cher si tu fais ton calcul comme il faut, d'acheter local, d'acheter des aliments d'ici, puis de soutenir ces fermes-là qui travaillent d'arrache-pied pour garnir nos tablés jour après jour. Puis, dans le fond, quand la COVID a commencé, tu me parlais tantôt de la COVID, il y avait beaucoup d'instances qui avaient peur qu'on manque de bouffe. Puis ça allait justement là-dedans, tu sais, si le jour où on va avoir décidé de ne plus soutenir nos producteurs d'ici, bien, si on a moins de souveraineté alimentaire, bien, on a moins de capacité à s'auto-alimenter, donc à suffire à la demande alimentaire de nos Québécoises et Québécois. Tu as parlé de tes années un peu plus stagnantes là, à la sortie de la COVID, puis tu as parlé rapidement de décisions stratégiques que vous avez prises qui vous permettent cette année d'être un peu plus en croissance. J'aimerais savoir, c'est quoi ces décisions stratégiques-là? Je n'irai pas nécessairement dans l'ordre. Là. Je vais te les énumérer comme ça me vient. Mais on cible un nouveau marché aussi. C'est que, oui, nos ventes consommateurs sont en croissance, mais on cible un nouveau marché qui est les hôtels, restaurants, institutions. On avait commencé à tâter le terrain, si tu veux, dans les années passées. Puis cette année, on est vraiment rentré en force. Puis ce qui est bien là-dedans, c'est que on va aller signer des contrats d'1 an, 2 ans avec des restaurants, des chaînes, des institutions. Puis ça fait en sorte qu'on est plus capable de prévoir la demande puis de prévoir les ventes de nos producteurs. Par exemple, Vinaigrerie Gingras, on y a signé un contrat avec La Cage. Tous les restaurants La Cage ont le vinaigre de cidre balsamique de la Vinaigrerie Gingras. Cool. Et on sait exactement quelle quantité qu'ils consomment par mois, par année. Puis, fait que, c'est facile de développer. Ben, c'est pas facile, mais c'est plus facile de prévoir la demande dans ce secteur-là. C'est plus dur d'aller chercher des contrats. Évidemment, il faut que tu aies le meilleur produit.
des entreprises de renom comme ça que je viens de parler, t'as beau être un produit, t'as beau dire t'es local, mais si t'es pas capable d'assurer un produit constant, un approvisionnement robuste, puis un prix compétitif aux aliments commerciaux, si on veut, tu peux pas rentrer là. Fait que faut que tous les éléments soient là, puis après ça, il y a un petit pic que ça soit local. OK, c'est local, mais tu sais, c'est juste un grain dans la balance, là. Tu comprends? Je comprends. C'est un élément important, mais il faut que les autres éléments, la constance, l'approvisionnement, le prix soient là. Eux aussi, c'est ce qu'on avait oublié un petit peu, je pense. Puis je parle pas de Mathurin, mais l'ensemble des entreprises locales avaient oublié que d'autres éléments sont très importants pour garder nos marchés. Une autre décision là, que tu as prise stratégique là, qui, selon toi, a été bénéfique pour l'entreprise? Stratégie de prix. Je te dirais que, tu sais, on porte beaucoup plus d'attention au prix. Même si on est un marketplace, bien, on encadre beaucoup plus les producteurs pour s'assurer que nos prix sont compétitifs, sont des fois moins chers que dans la grande surface, des fois un petit peu plus chers selon les produits. Des fois, on est vraiment moins cher. Regarde les pommes chez Mathurin, c'est comme 3 fois moins cher que les grands distributeurs. Mais non seulement les produits d'appel, fait que les produits d'appel mais tous les produits doivent avoir des prix. Donc, à chaque fois qu'on fait une mise en marché d'un nouveau produit, bien, on vérifie ces prix-là, ce qu'on ne faisait pas avant. Puis, on a décliné le produit en format économique. Donc, tu peux acheter le pot de 300 ml, la caisse de 12 fois 300 ml ou le gros format un peu institutionnel de 4 litres. Donc, on a décliné les produits qui fonctionnaient bien dans les formats dont le prix est beaucoup plus compétitif. Puis, quand tu regardes l'horizon, là, on parle souvent dans le jargon des PME de runway. C'est quoi la prochaine étape pour Mathurin, selon toi? C'est une bonne question. Le monde. Là, on vient de lancer un programme qui s'appelle le programme Récolte. C'est comme un peu le Amazon Prime. Donc, tu as toutes les livraisons gratuites. On livre jusqu'à 5 fois semaine dans la région de le Grand Montréal. Moins souvent, dans les régions plus éloignées, évidemment. Mais on a un programme de livraison gratuite. Mais je te dirais que l'instantanéité devient assez importante. Les gens le voient en ligne, pack, livré dès le lendemain. Maintenant qu'on est capable de le faire, ben on réalise que plus on s'approche de l'instantanéité, plus on a de succès. Je te dirais aussi d'incorporer de l'intelligence artificielle de plus en plus pour faciliter les choix des consommateurs, les produits complémentaires. Donc, on n'a pas le choix. Même si on est une micro-entreprise chez Mathurin, là, vraiment une petite entreprise, on n'a pas le choix d'utiliser de sauter dans la cour des grands, dans le fond, parce que probablement, je vais vous le dire d'une façon différente que tantôt, mais même si on est une entreprise locale, même si on est une PME, il faut être aussi bon que les grands. Donc, je te dirais que c'est un peu ça, aller dans des stratégies comme ça, puis vraiment d'améliorer l'efficacité organisationnelle. On a plein de logiciels qui ne se parlent pas. C'est pas évident, ça coûte vraiment cher avoir des systèmes intégrés, mais tu sais, il faut y aller, il y a beaucoup de pertes de temps, chiffrier Excel, un drive, le ERP, le e-com, tu sais. Je dirais que c'est un peu ça, l'instantanéité, l'intelligence artificielle, puis de garder vraiment les fondements de nos valeurs, tu sais. Rester vraiment authentique dans ce qu'on est, aliments fermiers, sains, goûteux, locaux, livrés à votre porte en lieu de cueillette. Vraiment taper sur le même clou, je te dirais. Jonathan Bélanger de Mathurin, je voulais te remercier d'être venu à Prends ça pour du cash. On invite les auditeurs, bien entendu, à aller voir le site Mathurin, MATURIN.ca. Allez voir ça. Moi, il a dit, Jonathan, j'ai déjà été ici comme tamiseur, comme bénévole. J'ai commandé à plusieurs reprises. Alors, Jonathan, on te souhaite beaucoup de succès et merci d'avoir été à notre antenne. Bien, merci beaucoup, Francis. Merci, Philippe.
Bientôt. Prends pas ça pour du cash. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.